Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de C'est quoi l'amour? Nos témoins ce soir sont petits, tout petits. Ils souffrent de dérèglement hormonal, de maladies génétiques rares ou de blocages psychologiques inexpliqués et leur rapport avec l'alimentation est faussé, complexe et source d'inquiétude et d'impuissance pour toute la famille. C'est vrai pour Sullivan, à 6 ans et demi, il pèse 62,5 kg pour 1,47 m. C'est vrai pour Julien, à bientôt 3 ans, il a la taille et le poids d'un enfant de 10 mois. Quant à Jean-Baptiste, 4 ans, il refuse de mâcher le moindre morceau par peur de grandir. Alors comment nos petits témoins vivent-ils leur enfance? Quels parents devient-on quand de tels troubles surviennent au sein du couple et de la fratrie? Comment nourrir ses enfants sans les priver ni les angoisser? C'est à ces questions que nous répondrons en compagnie du docteur Catherine Grindorge, pédopsychiatre. Mais d'abord, le sommaire. Ils ont entre 3 et 6 ans et demi et malgré leur jeune âge, leur poids est déjà une source de préoccupation pour toute leur famille. C'est comme des petits fruits à la banane. Mais tu peux pas dire que t'aimes pas, tu sais pas quel goût ça a. Jean-Baptiste a 4 ans. Par peur de grandir, il refuse de manger toute nourriture en morceaux. Purée, compotes et petits suisses sont les seuls aliments qu'il tolère. Ses parents sont déconcertés par son attitude, vraie phobie alimentaire. En fait, il mange parce qu'il faut manger et il n'y a pas de plaisir là-dedans. Julien est atteint d'une maladie rare. À 3 ans, il a la taille et le poids d'un bébé de 10 mois. Mélanie et John se battent au quotidien pour donner à leur fils la vie la plus normale possible. Je suis heureuse quand il prend du poids parce que c'est des petites victoires à chaque fois. À cause d'un dérèglement hormonal, Sullivan prend en moyenne 1 kg par mois depuis sa naissance. À 6 ans, malgré un régime strict et de nombreuses activités sportives, il a la morphologie d'un enfant de 10 ans. On regarde notre fils grossir et on ne peut rien faire. Sophie, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 34 ans, vous habitez à Bordeaux, vous êtes greffière, vous êtes mariée, vous avez 2 fils, Jean-Baptiste 4 ans et Raphaël 2 ans. Alors votre fils Jean-Baptiste a un petit problème, c'est-à-dire qu'à 4 ans, il refuse de manger des morceaux et plus exactement, il refuse de mâcher. C'est ça? C'est ça. Quels sont les repas types de Jean-Baptiste? En général, ce sont des purées, des compotes, des petits suivis, tout ce qui ne se mâche pas en fait. Tout ce qui est mou, sans Tous les aucun jours. morceau, tous les jours, À chaque repas? à chaque repas. Et vous essayez de lui proposer d'autres choses, j'imagine que oui? Oui, vous imaginez bien. Oui, on essaye à chaque fois, mais à chaque fois on se voit opposer un refus. Donc en général, on lui donne ce qu'il veut. Donc c'est non. C'est non. Combien de temps peut-il rester sans manger si jamais vous... Parce que alors, vous lui dites non, vous arrivez à lui dire non de temps en temps? Alors moi c'est très dur, pour moi c'est très dur parce que non, je peux pas le laisser sans manger, pour moi c'est pas possible. Donc en fait il est capable de rester quand même une journée entière sans manger. Donc je trouve que c'est beaucoup pour un enfant de 4 ans. Donc par exemple il va à l'école, ça lui convient pas à la cantine parce qu'il est obligé d'y rester, moi je travaille, il passe la journée sans manger. Bon, on va imaginer ce que ça peut représenter effectivement pour des parents. Imaginez que votre enfant refuse de mâcher le moindre morceau, imaginez qu'il n'accepte d'avaler que de la nourriture molle ou liquide, compote, purée et petits suisses, vous nous le disiez. Essayez d'imaginer comment vous pourriez organiser votre quotidien autour de ce problème. C'est ce que font Sophie et Hervé, les parents de Jean-Baptiste, qui ne connaissent toujours pas la cause de cette phobie. Autant dire qu'ils ont beaucoup de patience et de mérite, et ils ont confié leur désarroi à Elena Balieva et Bruno Van der Hagen. Allez Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu veux manger? D'accord. Jean-Baptiste a une phobie du morceau. Donc son alimentation, ça se résume à tout ce qui est mixé. C'est des purées, des plats pour bébé, des compotes, des petits suisses, et c'est toujours la même chose. On va manger dehors. Jean-Baptiste souffre d'un curieux trouble. À 4 ans, il refuse la nourriture des adultes et préfère de loin les petits plats de bébé à l'alimentation classique d'un enfant de son âge. Hervé et Sophie, ses parents, tentent depuis 2 ans d'en élucider les causes, mais en vain. On dirait qu'il suce en fait ces aliments. Il mâche pas. Et il nous a dit une fois qu'il savait pas mâcher. Non, rien. Tu veux démentir Raphaël? En fait, il mange parce qu'il faut manger et il n'y a pas de plaisir là-dedans. Jean-Baptiste, t'en veux un petit peu? Un petit morceau? Non. Bon. Tant pis pour toi. Une fois, il nous a posé la question de savoir si Raphaël mangeait des morceaux et pas lui, est-ce que Raphaël allait grandir et que lui allait rester un bébé? Donc nous, on est parti du principe que il veut pas grandir. Bon alors, qu'est-ce qu'on prend? Jean-Baptiste s'est composé des menus bien à lui et ses parents sont obligés d'acheter uniquement ce qu'il aime. Le petit garçon fait toujours les courses avec sa maman, il sait ce qu'il veut et va droit au but. Sophie n'a plus qu'à s'exécuter. Oui, carottes. Purée de carottes. Ça, là.
Haricots Haricots verts, verts. d'accord. Pousse-toi un peu. Et aussi pommes de terre. Il fait les courses parce que malheureusement, s'il fait pas les courses, il mange pas. Mais tu veux prendre autre chose que de la purée, hein? On prend rien. Les problèmes alimentaires, c'est un peu par ça que les enfants tiennent les parents. Je suis menée quelque part parce que je suis obligée de prendre toujours ce que Jean-Baptiste veut, mais quelque part, j'ai pas le choix. Regarde Jean-Baptiste, des petites frites. Oh, Oui? c'est pour Raphaël, ça. On en prend? Oui, T'en mangeras? Non. Il y a plein de choses qu'il n'a jamais goûté. Les bonbons, il ne sait pas quel goût ça a. Le pain, il n'en a jamais mangé. Les gâteaux, il n'en mange jamais. En général, on a un peu de mal à faire manger des légumes aux enfants. Moi, c'est l'inverse. Le mien, il mange beaucoup de légumes. Mais en purée, toujours. Comme ça, maman. Attends. Pour les desserts, changement de magasin. Jean-Baptiste mange une seule sorte de compote et de fromage blanc. Il a ses habitudes auxquelles doivent s'adapter sa maman et Raphaël, son petit frère. Ça là, en bas. Ça. Attends, et oh, j'ai pas 50 bras, hein, je suis pas Shiva, moi. Attends. Et puis, quoi d'autre? Et puis, haricots. Jean-Baptiste refuse de mâcher les aliments et il a ses raisons. Il va nous les expliquer à sa manière. Moi, j'aime pas les morceaux. Moi, je veux que mou. Il n'y a que les bébés qui mangent des choses moues. Je suis un bébé. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie T'as pas envie de quoi? de grandir. Quelles que soient les circonstances, Jean-Baptiste ne déroge pas à ses principes. Il ne veut pas manger comme un grand, que ce soit à la maison ou chez les autres, en famille ou autour d'un goûter avec ses amis. Des gâteaux Donc, je sais pas. à chocolat. Tu veux en manger, Jean-Baptiste? Non, oh, j'ai oublié le bouchon. Moi, je vais prendre des petites visites avec une cocotte. Tu veux même pas un petit morceau pour goûter? Non. Une miette. Non. Quand on lui propose autre chose, de toute façon, la réponse, on la connaît. Alors bon, maintenant, ça devient une habitude, finalement. Pourquoi tu crois qu'elle mangera pas tout ça? Il est très... non, je veux pas, mais il regarde quand même. C'est pas non plus, c'est pas un dégoût profond, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui le bloque, quoi. Le problème du petit garçon ne s'arrête pas au fait de ne pas mâcher les morceaux. À table, il est aussi plein d'exigences vis-à-vis de ses parents. Maman me dit que... Et le fait qu'il faille l'aider pour finir ses plats, je crois que quelque part, c'est une forme de maman, je suis encore un petit, aide-moi, quoi. Je pense. Hein. Je n'ai pas le cœur de lui dire non, sois grand. Je suis quand même une maman, donc même si mon fils a 4 ans, bon, je crois que je suis trop maman poule, peut-être. Ça me boit un peu. Oui, prends ton temps. Le comportement alimentaire de Jean-Baptiste empêche toute sa famille de mener une vie sociale normale. Ouais. Les amis, comme Virginia, leur voisine, en sont les premiers témoins. Souvent, ils vont bien à la maison et c'est un petit peu contraignant parce que pour Pauline et pour Raphaël, on va faire, et Nicolas, on va faire à manger normalement. Et lui, on est obligé de lui faire sa petite purée ou alors lui mixer les aliments. On perçoit comme un enfant à part, qui n'est pas comme tout le monde. Allez, on recommence? Sympa, hein? Jean-Baptiste pèse 17 kilos pour un peu plus d'1 mètre. Aujourd'hui, il n'a aucun problème de croissance, mais Sophie se projette déjà dans l'avenir et s'inquiète pour la santé de son fils. Chaque fois que Jean-Baptiste va chez le médecin, en fait, le médecin le pèse, donc il est dans la bonne courbe, mais le médecin, ça l'inquiète pas. Avec le peu qu'il mange, on se demande encore comment il peut grossir finalement. Regarde, le requin est là. J'ai peur que Jean-Baptiste fasse des carences. C'est vrai que ça reste quand même présent à mon esprit. Exceptionnellement, la famille s'octroie ce soir-là un dîner au restaurant. Mais ces sorties ne sont plus une partie de plaisir pour les parents de Jean-Baptiste, à cause de sa phobie. Oh. Et Jean-Baptiste, tu sais pas, on essaie juste à cacher. Ah oui, juste à cacher. Écrasé, tu mangeras? Oui. Sûr? Promis? On verra bien, de toute façon. Viens, regarde. Au menu, nuggets et frites pour le plus grand bonheur de Raphaël. Mais pour Jean-Baptiste, c'est une toute autre affaire. Voilà. Bon appétit les filles. Oh, c'est quoi ça? C'est une pomme de terre. Pomme de terre, Jean-Baptiste. Écrase-la, papa. Écrase-la. Oui, bah attends, je coupe et après j'écrase. Jean-Baptiste, regarde la pomme de terre, tu peux la manger. C'est comme les pommes de terre à la maison. En dépit des promesses faites à ses parents, tous les moyens sont bons pour ne rien avaler. Qu'est-ce Je qu'il y vais a? la montrer juste.
Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu veux la rincer? Elle est propre, hein? Elle n'est pas propre. Donne. Donne. Regarde, elle est toute propre, la cuillère. Voilà, tiens. Mais alors t'as dit que tu mangeais ton steak haché en même temps? Tu nous as promis que tu mangerais. Et des frites. Et des nuggets. Tu veux que je les coupe en petits morceaux? Regarde, Comme de la purée. c'est de la purée ça. Il mange pas. Alors je pense qu'il tiendrait pas plusieurs jours, mais il est capable de tenir une journée entière, quoi. C'est ça qui est le plus dur. C'est bon. Pas de dessert? Ah non, il n'y a pas de dessert là. Il n'y a pas de De toute dessert. façon, il n'y a pas de dessert que tu aimes sûrement. Pas de dessert, tu manges ton steak. C'est super décourageant. Non, pas de glace. Au moins une cuillère. D'accord? Une cuillère. Attention, tu ouvres. Allez, 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 allez. Très bien. Et tu mâches, tu mâches, tu mâches, tu mâches. Il a goûté, puis c'est bon, quoi, c'est terminé. Il a fini son dîner. Pourtant, on a écrasé, on n'a rien essayé de faire des petits... voilà, quoi. C'est pour ça qu'on sort jamais, parce que... On n'insiste pas, voilà. Tant que les problèmes ne seront pas résolus, soit on sortira tout seul, mais pas avec, surtout pas avec lui, quoi. Impensable pour Sophie de quitter le restaurant sans avoir fait manger son fils. Elle accepte qu'il prenne seulement un dessert. Ah ça coule bien, hein. Une petite compote, c'est la seule chose que Jean-Baptiste acceptera d'avaler pendant toute la soirée passée au restaurant. Le garçon releva la tête et resta bouche bée. Le chat se tenait devant lui, debout comme une personne, et parlait comme vous et moi. Même en dehors des repas, il tient à tout prix à rester le petit garçon de sa maman. Quel beau pré vous avez là, dit le roi au fils du meunier. Fini pour ce soir. La suite demain. Ah si. Si, au dodo. Allez, tu te lèves, on va mettre la couche. Tu veux mettre la couche ou tu veux pas mettre la couche? Une couche. Une couche. Alors, attends, Jean-Baptiste a toujours une couche parce que c'est le même rituel. Je pense que pour lui, c'est une façon de rester un bébé. Son frère a une couche, donc il a une couche aussi. Bon, ça le rassure quelque part. Allez, ton pied, Jean-Baptiste. En fait, faut qu'on lui prouve notre amour, quoi. Mais ça, c'est pas difficile à prouver, de toute façon. À ta bisou. Aïe. À demain. Allez, au dodo. Si, au dodo. Si. À demain, les schtroumpfs. Allez, à demain. Au revoir, à demain. Le problème du jeune garçon préoccupe beaucoup ses parents. Sophie et Hervé se remettent sans arrêt en cause et cherchent l'origine de ce blocage. Oh, avec ta maman. Je me suis souvent posé la question de savoir si c'était de ma faute ou de la faute d'Hervé. Qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait pour que mon fils soit comme ça. Avant de lui faire son bisou. Toujours en train de faire des bisous. C'est bizarre, hein. Oh, maman. Ce qui me rend coupable, c'est que j'ai pas réussi, moi, en tant que mère, à trouver tout de suite où était la faille et puis essayer tout de suite de corriger le problème. J'ai l'impression d'avoir échoué quelque part dans mon rôle de mère. Jean-Baptiste. Salut Jean-Baptiste. Ah, j'ai droit à un bisou? Non, pas la sucette pour le bisou. Tu veux ton lait? Oui. Ça va. Tous les deux, c'est prêt. Oh, merci. Merci, maman. Jean-Baptiste avait 2 ans et commençait à peine son apprentissage des goûts quand Raphaël, son petit frère, est né. Aujourd'hui, ses parents peuvent comparer les 2 enfants. Attends, mais tortille pas comme ça. Allez, hop. Quand on s'est rendu compte que Raphaël mangeait normalement par rapport à son frère, avec Hervé, on a quand même poussé un ouf de soulagement. On s'est dit, bon, manifestement, c'est pas notre façon d'élever les enfants qui a entraîné le problème de Jean-Baptiste. Donc c'est vrai que pour nous, c'est quand même un réel soulagement et aussi un vrai plaisir. Parce que bon, c'est vrai que moi, Raphaël, il mange pas mal. Et c'est vrai que c'est agréable de voir son enfant manger. Il faut être honnête, Raphaël ne mange pas toujours bien équilibré. Parce que je suis tellement contente de le voir. Bon, c'est un peu le revers de la médaille. Je suis tellement contente de le voir manger que j'ai un peu tendance à... je lâche du lest, quoi.
Ah, Raphaël, c'est mon, c'est mon gros bébé d'amour, c'est ma petite crevette, c'est plein de choses, c'est mon petit garçonnet, c'est mon petit rayon de soleil, c'est plein de choses. Pour inciter Jean-Baptiste à varier son alimentation, Sophie n'est jamais à court d'idées. Alors, c'est moi maintenant. C'est moi qui C'est toi qui veux faire? coupe, je coupe. D'accord, moi faut que je l'épluche d'abord. La dernière en date, un atelier cuisine avec son fils pour lui apprendre à découvrir les aliments qu'il refuse de manger. Un nouveau jeu pour le petit garçon, un nouvel espoir pour sa maman. Encore un petit peu, regarde. Attends, elle est coincée l'autre. Vas-y, toi. Tu goûtes? Non. Pourquoi? Regarde, c'est tout liquide. Ça sent mauvais. Bah, c'est de la banane. Nouille. Oui. J'ai pas envie de goûter. Mais pourquoi? Parce que j'aime pas. Regarde-moi, regarde. C'est comme des petits fils à la banane. Pas. Mais tu peux pas dire que t'aimes pas, tu sais pas quel goût ça a. J'ai pas envie. Bon, eh ben, c'est pas grave. Allez, tu peux t'en aller. Allez, hop. Tu peux t'en aller, Jean-Baptiste. Je lui propose toujours en me disant peut-être qu'un jour il va me dire « Ah bah oui, je veux bien goûter. Je veux pas qu'il me reproche le fait de pas avoir essayé. » Tu peux t'en aller, hein? Si tu veux pas manger, tu t'en vas. Mais j'aime pas. Oui, bah d'accord, on a compris. Là, par contre, j'ai l'impression qu'il fait même pas d'effort. Bon, ne pas faire d'effort en ne voulant pas manger de morceaux, je peux comprendre s'il a un blocage. Mais là, c'est pas une question de morceaux, puisque la banane, elle est ultra molle, ultra mixée, ultra tout ce qu'on veut. Donc, il pourrait au moins faire l'effort de goûter, quoi. Raphaël, pas trop dans la terre. Qu'est-ce que je fais maintenant? Hop. Allez, on redescend. Récemment, Jean-Baptiste a accepté le riz dans son alimentation. Nouveauté du jour, il surprend ses parents en réclamant du riz cantonais. Sceptique et contente à la fois, Sophie saisit cette nouvelle opportunité. Voilà. J'espère juste que ça, il va le manger. Ça lui changerait un petit peu de son ordinaire. Regarde. Hop. Il y a du jambon là, il y a du jambon, des trucs. Ben et alors, où est le problème? C'est rigolo ça, hein? Tiens. Il mange, hein? Ça va. Moi aussi. Toi aussi tu manges? C'est bien. T'as mangé les petits pois? Ouais, je crois, j'en ai mangé un. Ah bon? On va manger un deuxième. Oh non, j'en ai mis deuxième. Ah, deux d'un coup. À la surprise générale, Jean-Baptiste mange avec appétit et va jusqu'à en redemander. Le jambon et l'omelette, en revanche, n'ont pas eu le même succès. Tu te sers Mais tout tu seul. veux me servir que des pois et du riz. Ah mais je peux pas trier moi, hein? Mais parce que moi je veux pas de dénons. Je te donne tout. Tu fais ce que tu veux. D'accord? D'accord. Mais j'arrive pas très bien à cerner. Pourquoi? Alors un coup, voilà, les petits pois, c'est vrai que c'est pas super mou. Mais là, il a quand même accepté de goûter. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans sa tête. Maman. Jean-Baptiste, attends chérie, attends. Pourquoi tu veux pas manger de morceaux? J'ai pas envie. Et t'auras envie quand? Quand j'ai fini mon dessert. Oui, c'est bien proche. J'ai pas la foi, moi. J'aime pas le sable. Il est trop mouillé. Alors bien sûr, Jean-Baptiste ne mange pas encore de tout, mais il commence à faire des petits efforts. Pour ses parents, c'est sûr, un déclic se produira un jour. L'idéal pour moi, ce serait que Jean-Baptiste un jour me dise « Maman, je voudrais un bonbon, un morceau de pain, un gros plat de pâtes avec plein de sauce dessus, un gros steak, une grosse entrecôte. » Enfin là, je rêve un peu. Mais le jour où il nous dit « Je veux un bonbon », moi, là, je pleure, je crois. C'est pour moi une victoire. Mais vous faites mener une vie pas facile tous les jours, hein, Jean-Baptiste, hein? Oui. Mais vous gardez le moral. Oui, mais il y a des fois, c'est vrai que c'est difficile. Moi, j'ai un peu tendance à baisser les bras, souvent même. Mais bon, j'ai pas le choix, hein. Vous avez vu, j'ai pas le choix. C'est ça où il mange pas. Donc en fait, c'est vrai je suis consciente qu'on se laisse un petit peu mener par le bout du nez, oui. Alors, on voit que c'est quand même assez déstabilisant parce que dans le reportage, j'ai fini par manger du riz. Du riz, c'est un morceau. Oui, mais vous avez vu, il ne le mâche pas non plus. Oui, alors maintenant, il a une technique bien particulière. Oui. C'est de la succion pratiquement, c'est ça? C'est presque ça, oui. Oui. Récemment, là, depuis le tournage du reportage, il a voulu manger des pâtes, ce qui était aussi pour nous. Alors là, je me suis dit chic, ça y est. En fait, même principe, il a avalé sa pâte en entier. Donc moi, je me demande vraiment
Comment ça arrive, comment il digère, comment... Enfin, voilà. Ça met plus de temps. Oui, sûrement. Il a pu vous dire qu'il avait faim? Ah oui, mais il a faim. Il a faim, il le dit. Mais quand on lui demande qu'est-ce que tu veux manger, c'est toujours quelque chose de mou. Non seulement il mange mixé et mou, mais en plus très sélectif dans ses choix. Donc ce sont les crèmes au chocolat de telle marque, la purée de telle marque en plus. Donc ça nous limite d'autant parce que bon, on pourrait tout mixer à la limite, même si pour nous c'est un peu inconcevable, mais bon, à la limite. Mais non, parce que même ce qui est mixé, il y a des choses qui ne mangent pas, des aliments qui ne mangent pas. Bon, vous dites que ça serait une victoire qu'il vous demande un bonbon. Oui. Ça peut être une victoire pour lui de vous voir dans cet état-là et de réussir à pas manger devant ses parents et en règle générale? Je pense que quelque part, il veut nous montrer quelque chose. Alors je ne sais pas si effectivement c'est le fait qu'il ne veut pas grandir, comme il nous l'a dit plusieurs fois. Je ne veux pas grandir, mais je ne sais pas pourquoi. J'aimerais bien le savoir. Docteur Grindorge, déjà, est-ce qu'on est dans le domaine du caprice ou du vrai trouble alimentaire, dans le cas du petit Jean-Baptiste? Je crois qu'on est vraiment dans le cadre du vrai trouble alimentaire, avec derrière une angoisse qui est assez évidente d'ailleurs dans le reportage, c'est qu'on voit bien qu'il tire des bénéfices secondaires de la situation, bien sûr. C'est-à-dire qu'il vous fait effectivement un peu tourner en bourrique, mais globalement, il est quand même très angoissé par rapport à tout ce qui se passe. Et on voit bien que finalement, qu'est-ce que vous pourriez lui dire, sinon lui dire, mais tu sais, quoi que tu fasses, tu vas grandir. Oui, mais ça, c'est quelque chose qu'il peut avoir entendu, parce qu'un enfant de 4 ans qui dit « je veux pas grandir », on se dit, il l'a entendu, on a bien entendu les parents, la télé ou les copains, mais ça paraît... Oui, mais quand il dit, est-ce que si mon frère mange et pas moi, est-ce que moi, finalement, je vais pas rester petit et Claude va grandir, c'est déjà un peu différent. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a quelque chose là où il n'arrive pas à trouver sa place d'aîné. Je crois qu'avant toute chose, quand on essaye de prendre en charge une situation comme ça sur un plan psychologique, en général, on commence surtout pas par parler de l'alimentation en premier, parce qu'on sait que de toute façon, il vous le dit très bien, d'ailleurs, ces sélections se grandissent, deviennent de plus en plus rigides. Donc si on commence par ça, ça sert à rien. Par contre, se poser la question, c'est drôlement intéressant ce que tu as dit à papa et maman à propos de ton frère et de toi et que tu veux pas grandir, ça on peut s'intéresser à ça. Et là, il y a plein de choses à faire. Mais c'est un enfant en même temps très angoissé, mais c'est un enfant qui s'est développé très vite, qui a été très éveillé tout de suite. Oui, il a tout de suite parlé, il a parlé assez tôt, j'entends, mais bon, l'institutrice, donc il est à l'école maternelle, elle m'a tout de suite dit, mais il parle très bien, il fait des phrases construites, c'est un enfant qui est très éveillé, très ouvert, très curieux de tout, il me pose des questions, il commence à me poser de plus en plus de questions sur ce qu'il voit, sur ce qu'il entend, donc à côté de ça, il est vraiment pas en retard, quoi, mais pour l'alimentation, c'est vrai que là, bon. Et en même temps, on voit que bon, il demande la tétine, il a de la tétine, une couche à 4 ans pour se coucher parce que son petit frère l'a aussi. Alors je sais plus trop si un enfant à 4 ans il est propre normalement. Hein, oui, mais il y en a la nuit qui ont encore il y en a dans sa classe qui ont encore une couche. Mais je veux dire, non, en plus il est tout à fait capable de dormir sans couche. Je veux dire, quand on le lève le matin, la couche elle est propre, hein, donc il est tout à fait capable de se retenir. Vous ne vous permettez pas non plus de dire à un moment donné, bon écoute, maintenant basta, quoi. Vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas, et c'est là qu'il faut travailler. Pourquoi, comment, et là encore, il n'y a pas une raison, il y en a sûrement plusieurs. Mais je crois qu'aussi, il ne se fait pas confiance. Je pense qu'il y a de ça aussi. Bon, c'est vrai que moi, peut-être que j'alimente aussi ça, mais il ne se fait pas confiance parce qu'il est toujours en train de nous demander, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça. C'est vrai que bon, c'est un petit garçon qui a besoin tout le temps qu'on le motive, quoi, qu'on lui permette d'avancer. Qu'on s'occupe de lui aussi. Qu'on s'occupe de lui aussi. Pas mal. Puis bon, je pense qu'il y a une jalousie un petit peu cachée vis-à-vis de son frère. Il a jamais manifesté il a jamais été agressif envers son frère, mais c'est vrai que je pense qu'il est un petit peu jaloux, donc il le montre d'une façon ou d'une autre. Vous parliez des avantages secondaires que Jean-Baptiste gagnait à se comporter comme ça. C'est lesquels ? Il y a quelque chose où tout tourne autour de lui. Donc les bénéfices secondaires, c'est quand même d'être un tyran domestique, on peut dire ça comme ça. Gentil, adorable, mais quand même tyran domestique. Ça, j'aurais jamais le qualifié de tyran domestique. Écoutez, franchement... Non, mais vous me le dites, c'est un charmant tyran domestique, un adorable tyran domestique. Ça, c'est un bénéfice secondaire. Mais encore une fois, on voit bien chez lui que c'est pas seulement ça, c'est-à-dire qu'il devient comme ça, et sans doute il rameute des choses comme ça pour lui, mais derrière il y a l'angoisse. Alors vous le dites dans le reportage, vous vous remettez en cause, etc. Oui, vous réfléchissez beaucoup avec votre mari à la situation. Est-ce que vous avez pu lui en vouloir vraiment à votre fils ? Oui, c'est vrai qu'il y a des moments, forcément, oui, je lui en veux parce que j'ai l'impression que
il fait pas d'effort, mais quelque part, 30 secondes après, je me dis oui, mais c'est pas qu'il fait pas d'effort, c'est que manifestement, il peut pas, donc je peux pas lui en vouloir. Mais c'est vrai que bon, pour une maman, c'est toujours, même pour un papa d'ailleurs, même si Hervé le prend pas de la même façon que moi, lui, il est un peu plus zen, il est plus zen que moi. Moi, j'ai déjà tendance à être pas mal angoissée, donc, mais c'est vrai que il y a des moments, je me dis, mais bon sang, c'est pas vrai, je vais lui, souvent, j'ai dit, mais je fais plus de purée, il va manger comme nous, et puis bon, puis 10 secondes après, je dis, ah ben non. Il faudrait faire continuer. tout petit peu plus, 10 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 3 heures, vous voyez, petit à petit. Oui, mais c'est vrai que bien sûr que vous lui en voulez. Mon angoisse, c'est qu'il mange pas, quoi. Je me dis, moi, je veux pas. Il a des réserves, hein, il est beau, grand, Oui. il a les courbes, il n'y a pas de problème. Il n'a aucune carence, il mange mieux que la plupart des enfants. Oui, c'est il vrai. mange plein de légumes, de compotes, de fruits, alors que la plupart sont gavés de pizza et de patates. Ah oui, de ce côté-là, moi, j'ai pas de problème. Il a un équilibre alimentaire, c'est pas ça le problème. Moi, quand je sais que Jean-Baptiste n'a pas mangé quand il sort de l'école, pour moi, c'est... Même si, bon, quand il me dit... En plus, c'est la première chose qu'il me dit en sortant de l'école. Maman, j'ai pas mangé. On a l'impression qu'il s'en glorifie. Alors moi, je te le dis pas exprès pour t'embêter. Voilà, juste pas pour que tu t'inquiètes du tout. Alors moi, je prends mon air le plus désabusé. Ah bon, bah tant pis, même si au fond de moi, bon. Mais j'ai pas le choix, quoi. Alors on parle de nourriture, d'alimentation, etc. Mais on sait que c'est important de se nourrir, hein, parce que sinon on tient pas le coup. Mais l'enjeu de l'alimentation dans l'éducation d'un enfant, c'est encore plus important que ce qu'on peut imaginer. Il y a plusieurs niveaux. Le premier, c'est les premières interrelations où c'est vrai qu'avec un bébé, une des premières choses qu'on fait, c'est le nourrir. Et à travers la nourriture, il prend d'autres plaisirs, du portage, de chanter, de plein de choses en même temps. Et progressivement, il va reproduire notamment la succion, des sentiments de plaisir comme ça. Donc ça, c'est très important dans les fondements finalement de quelque chose. Et lui, il a le plaisir parce que quand il tète son biberon, il adore. Hein. C'est pas qu'il aime pas. Il n'aime pas les nouveaux goûts, mais les trucs qu'il aime, il adore. Après, il y a un nouvel enjeu, c'est généralement vers 18 mois, 2 ans, c'est-à-dire le moment où on va commencer les petites sélections alimentaires. En même temps, c'est l'apprentissage du pot en général, c'est-à-dire un moment où on est dans les limites, le non, la loi, et petit à petit, là, c'est vrai qu'en général, sur un plan éducatif, on a besoin de dire, bon, bah écoute, si tu finis pas ça, bah il y aura pas ça, ou bon, et on est enclin à mettre effectivement un certain nombre de limites à ce moment-là. Et c'est vrai qu'actuellement, culturellement, on voit se développer de plus en plus de phobies alimentaires, parce que de plus en plus de parents ont du mal à dire bah, si tu manges pas ça, tu n'auras pas ça, tu goûtes au moins 3 cuillères de ça, etc. Alors avec nous, Mélanie, bonsoir. Vous avez 27 ans, vous êtes venue accompagnée de John, votre mari, bonsoir. Vous habitez à côté de Perpignan. Alors vous êtes tous les deux tous les deux parents, pardon, d'un petit Julien qui a bientôt 3 ans. Hein. Et il est atteint d'une maladie rare, votre fils, c'est l'hypophosphatasie. Oui. L'hypophosphatasie. Hypophosphatasie alcaline, oui. Voilà, j'ai mis à peu près 3 fois à la répéter, je savais que je la raterais. Donc hypophosphatasie. En gros, le calcium ne se fixe pas dans les os. Voilà, c'est une déminéralisation osseuse importante du squelette qui entraîne donc un retard de croissance, des fractures, des déformations osseuses des membres et du thorax, pardon. Ça ressemble un petit peu à la maladie des os de verre, on dirait. D'accord. Alors votre fils a presque 3 ans, il pèse 7,4 kg. Oui. Pour 70 cm. Voilà. C'est-à-dire qu'il a la morphologie d'un enfant de 10 mois. Tout à fait. À l'âge de 3 ans. Vous vous battez aussi au quotidien pour qu'il grandisse et qu'il grossisse. Hein, donc ça passe aussi par le fait qu'il prenne un peu de poids. Hein, donc ça passe par l'alimentation. Ça se traduit comment au quotidien Alors, disons que Julien, depuis qu'il est tout petit, depuis sa naissance, son corps n'ayant pas besoin de calcium puisqu'il ne le fixe pas, il n'a pas eu le besoin de prendre du lait. Donc on s'est battu pendant les premiers mois de vie parce qu'on avait un bébé qui ne voulait pas se nourrir, on ne comprenait pas pourquoi. Et puis à 2 mois et demi, il est passé à l'alimentation diversifiée tout de suite. Donc là, il a grossi, enfin, il a un peu repris le dessus. Et puis du moment où on a compris un petit peu ce qui se passait, dans chaque soupette qu'on lui a fait, on lui a toujours mis la dose de calcium qu'il fallait, du gruyère, du fromage. Puis quand on voit qu'il ne grossit pas trop, on y a mis du beurre, un peu plus de crème, un peu plus de choses qui font qu'on essaie au maximum de le faire grossir. Des féculents aussi, très tôt. Et en même temps, il a le droit de manger un peu ce qu'il veut aussi, cet enfant, non? Oui. Moi, je me suis laissé dire que, en gros, tout ce qui était interdit chez les autres mamans était autorisé chez vous. Oui. Et que vous faites disputer dans les supermarchés parce qu'à 10h, il mange des chips, votre fils. C'est sûr qu'on va en grande surface, il veut un paquet de chips, il a son paquet de chips. Il m'est arrivé de nous faire gronder parce que c'était pas normal que je donne à manger des chips à un bébé de 10 mois, mais bon.
Donc il n'a pas trop répondu sur le coup. Oui, sauf que le bébé, il n'a pas 10 mois, Voilà. il a 3 ans. Voilà, donc, tout à fait. Et que bon, s'il veut manger des chips, il mangera des chips. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il mange moins? Il perd du poids? Il ne faut pas qu'il perde de poids, voilà. Parce que si Julien perd du poids, il va mettre des mois et des mois avant de récupérer le peu qu'il aura perdu. C'est un petit garçon assez étonnant, qui a une pêche incroyable. Oui. Et qui a une certaine aura même sur les gens. Hein. Oui. Ah, c'est vrai qu'on se promène dans la rue, tout le monde se retourne derrière nous. Alors on va voir dans votre histoire que le charisme n'est pas qu'une question de taille et d'âge. Hein. À bientôt 3 ans, Julien impressionne tous ceux qui l'approchent. Vous le disiez, il est vif, il est drôle, c'est presque un petit clown. Hein. Oui. Et pourtant, il lutte contre l'hypophosphatasie, une maladie génétique rare qui empêche entre autres le calcium de se fixer sur ses os. À 3 ans, il a la taille et le poids d'un enfant de 10 mois, mais pas question pour lui et ses parents de ne pas tenter de vivre comme les autres, au prix de beaucoup d'efforts et d'un courage impressionnant. Anaïs Fleury et Bruno Van der Hagen sont rentrés gaga de Julien, bien sûr. Et nous aussi, comme d'habitude. On va mettre un peu de musique pour Juju. La maladie, c'est la première chose à laquelle je pense le matin quand je me lève. C'est la dernière chose à laquelle je pense quand je me couche. Mais bon, quand je vais le réveiller, que je vois qu'il est de super bonne humeur, même s'il n'a pas dormi beaucoup, ben hop, on oublie vite. À 3 ans, Julien a la taille d'un bébé de 10 mois. Il souffre d'une hypophosphatasie alcaline, une maladie orpheline. Le calcium et le phosphore ne se fixent pas sur ses os, ce qui entraîne un retard de croissance, une déformation osseuse et une grande fragilité du squelette. De le voir souriant, heureux, plein d'amour, je trouve que c'est magique. Je crois que d'avoir un enfant, c'est magique. Alors, lui, où on est peut-être un peu plus proche qu'un autre, c'est 2 fois plus magique. Ouais, j'ai pas eu droit à mon gros câlino quand même. Oh mon câlino. Fais-moi un gros bisou d'amour. Un enfant de 3 ans mesure en moyenne 1 mètre et pèse 15 kilos. Julien, lui, ne mesure que 70 cm et pèse moins de 8 kilos. Alors, 7 kg 520. Et combien tu as pris? Waouh, 120 grammes, c'est super ça. T'as bien grossi mon boubou, génial. En 4 semaines, il a pris 120 grammes. C'est bien. C'est sa croissance à lui. Là, je suis heureuse quand il prend du poids parce que c'est des petites victoires à chaque fois. Quand il grandit, c'est une fête. S'il prend 100 cm dans le mois, waouh, c'est presque le champagne. Là. Julien a conscience, je pense qu'il est différent puisque il n'y a pas très longtemps, il m'a dit maman, ma maladie, j'en veux pas. Donc là, c'était dur d'entendre ça. Bon, j'ai quand même réussi à le prendre sur moi, à lui expliquer que nous non plus, on n'était pas d'accord avec la maladie, mais que c'était comme ça. Il fallait vivre à l'évêque, qu'il fallait se battre pour ça. Et que nous, on serait toujours à ses côtés et qu'on ne le laisserait jamais tomber, puis que peut-être un jour, on allait y arriver. Regarde-moi, voir si tu es beau. Oh oui, t'es le plus beau. Regarde-toi dans la glace. La maladie de Julien, on l'acceptera jamais. Puis ne pas l'accepter, c'est peut-être arriver à se battre tous les jours un peu plus contre elle. Il faut qu'on aille chercher tes chaussures aussi. On va ranger celle-là et on va prendre les bleus. Ok? Oui. On va prendre les bleus. Tu manges aussi le reste, hein? Tu manges la viande, les carottes et les olives. D'accord? Mélanie et John tiennent à donner à Julien une éducation stricte. À la maison, pas question de plaisanter avec les règles de politesse. Tu te moques un peu de moi. Juline, tu manges un peu tout seul, s'il te plaît. Tu enlèves le pied de la table, c'est pas l'heure de jouer. Comme un enfant normal, moi je veux qu'il apprenne à dire merci, s'il te plaît. Et puis quand on est à table, on n'est pas là pour avoir les pieds sur la table ou faire n'importe quoi. C'est pas parce qu'il est handicapé qu'il faut qu'il fasse ce qu'il veut non plus. Il y a des règles de vie, il faut qu'il les apprenne comme tout le monde. Et je crois qu'à 3 ans, ils sont tout à fait capables, les enfants, de comprendre ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc il n'y a pas de raison que lui, il fasse ce qu'il veut. Sur règle de politesse, ça j'y tiens, oui. Je tiens, parce que je suis un enfant comme tout le monde, hein, enfin, sauf qu'il a un handicap. Il est handicapé, mais bon, il y a des règles à respecter. T'es monté dans l'avion, toi?
Il m'est arrivé de culpabiliser parce que j'avais grondé, oui. Ou par exemple la nuit, quand il se met à pleurer, bon parce qu'il a faim, je veux bien, parce qu'il a mal, aussi c'est sûr. Et puis des fois j'ai eu l'impression de me faire avoir. Alors donc je l'ai grondé et je m'étais pas rendu compte qu'en fait il avait mal. D'habitude il m'explique et là il m'avait rien expliqué. C'est le lendemain que je m'en suis aperçue. Et là j'ai vachement culpabilisé. Après la sieste et comme tous les enfants de son âge, Julien part se promener. Direction la ferme. Pour Mélanie, combattre la maladie, c'est d'abord et surtout le pousser à être autonome. Tu veux le caresser, le petit Alain? Voilà. On fait un bisou. Ah, fais-le un bisou. T'as vu, les petits enfants, ils leur donnent à manger. Et ils n'ont pas peur. Eh ben, toi aussi, tu peux leur donner, tu vois? Allez, tu veux essayer? Oui. Et tu ne le lâches pas. Oh, ça le connaît. Je connais ses limites. Eh bien, je le laisse faire. Je lui demande toujours de se débrouiller tout seul. Et quand vraiment Julien est fatigué ou qu'il n'y arrive pas, là, il m'appelle, il me dit maman, j'y arrive pas, je peux pas, je suis fatiguée, j'en peux plus. Et là, je vais l'aider. Oh mon Dieu, madame, moi. Là, je suis fière de Julien parce que c'est super de le voir marcher comme ça. Il a une envie, ça se voit qu'il a qu'une envie, c'est de courir derrière les animaux. C'est génial. Même si ça dure 10 minutes, pour lui 10 minutes, c'est lent, quoi. C'est super. Tu vas essayer de faire un petit peu de toboggan? Ça va être un peu difficile, hein? Mais on va essayer, ok? D'accord. J'avais quelques craintes au premier tour de toboggan, mais après je l'ai laissé faire parce que j'ai vu qu'il a pris une assurance en 10 minutes. Quoi. Et ça me rend fier. Quoi. Parce que je vois qu'il arrive à se débrouiller tout seul. Ça c'est l'escalier pour monter. Parce que les petits garçons et les petites filles qui savent marcher, ils peuvent monter tout seuls, ils n'ont pas besoin de leur papa et leur maman. Pour monter là. D'accord? Mais bon, toi tu sais pas marcher encore. Non. Tout seul. Donc nous on t'aide. Allez, on va voir les autres animaux. Allez, on va voir les autres animaux. Allez, Julien, il y a des chevaux, il y a des vaches, il y a des cochons, des lapins, allez voir encore. Oh, ben, nous on y va, hein, tu nous suis quand même, hein. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Allez, on y va, Juju. Chouchou. Bonjour, chérie. Chouchou. Bonjour. Tu viens? Fais-moi un bisou. Ouais, ben ça va bien. Attends, un bisou, mamie, d'abord. Toi, tu me... Bonjour, chérie. Et on va te donner à manger, d'accord? Tu patientes 5 minutes, hein? Oui. Elle m'a piqué la place, mamie. Julien est le chouchou de toute une famille, mais il a noué un lien particulier avec son grand-père. À chaque fois qu'ils se voient, ils passent un moment ensemble, entre hommes. Antoine assume la tâche que Mélanie redoute, mesurer Julien. Tu viens avec papy? Tu viens? Viens dans la cuisine. Allez. On va te mesurer? Ah, comme ça. Ah, c'est bien sur la table. Allez, viens. Allez, on tire bien les jambes. Tire bien les jambes. On plie bien la tête. Là. Là, il mesure 70 cm. Et là, ça fait 4 mois qu'il n'a pas bougé. On est un peu déçus. Et chouchou? C'est le mettre à papy? Pour l'orage, tu me le donnes? Il a fait une petite poussée. Ben, je l'annonce, bien sûr. Mais sinon, je ne le dis pas. Qu'est-ce que tu veux? Allez. La maladie de Julien est une maladie génétique qui touche une personne sur 100 000. Sa petite taille impose à Mélanie des contraintes quotidiennes, l'habiller, le chausser, autant de choses simples, mais pourtant difficiles à réaliser. On va dans le magasin qui est derrière, oui. D'accord? Tu crois qu'on a trouvé pour toi, Boubou? Bon, le problème, c'est que Julien, il mesure la taille d'un enfant de 9 mois. Par contre, son périmètre crânien, lui, est tout à fait dans la moyenne. Donc, lui, les vêtements de petit bébé vont pas forcément lui aller parce que la tête ne va pas passer. Donc, il faut toujours que je fasse attention à prendre des vêtements qui sont assez bien ouverts. Je vais te poser parce que sinon, je peux pas regarder les étiquettes. D'accord? Tu ne bouges pas. Viens, chérie. Viens par là, viens.
c'est difficile aussi, c'est trouver des vêtements chez une taille bébé, mais qui fassent pas trop bébé, parce que Julien, c'est quand même un petit garçon, c'est plus un bébé, donc c'est vrai que ça aussi, c'est pas toujours évident. Julien, tu viens voir, s'il te plaît? Je te mets debout. Là, ça ne sera pas du tout terrible. Non, c'est vraiment trop grand. La taille. Oui. Là, Julien ne tient pas debout, donc ce que je fais, c'est que je vais lui lever comme ça, puis je vais voir si ça lui tient bien le pied. Parce qu'il ne tient pas debout, donc c'est assez difficile. Hein. Voyons, essaye de faire quelques pas. Ça va? T'as pas mal dedans, c'est bien? Et tu écartes un peu trop les jambes là. Serre-les un peu tes jambes. Voilà, avance encore un peu. Elles te vont bien? Elles sont un peu grandes, mais ça ira. Hein? Tu les portes toi? Tu les amèneras à la dame pour qu'on les paye? Je les porte moi ou toi? C'est toi? Tu vas y arriver? Oh non, maman. Je les porte moi? Allez. Oui? C'est Juju? Est-ce qu'il est beau mon Juju? Ah oui. Au revoir Juju. Bonjour. Tu dis bonjour. Bonjour. Tiens, regarde, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est ballon. Maman va te les souffler. Elle va te les gonfler. Oh merci, de rien. Sans trop être indiscrète, qu'est-ce qu'il a? Il a une maladie osseuse qui l'empêche de grandir, qui peut amener plein de complications, des déformations osseuses, des fractures. Aujourd'hui, lui, l'embête le plus, c'est la croissance. Oui. Je préfère qu'on vienne me poser une question, qu'on en parle, qu'on nous regarde pendant des heures. C'est jamais méchant, mais moi quand c'est 100 fois dans la journée, au bout de la 100e fois j'en ai marre parce que c'est toujours nous renvoyer plein de figures qu'on a un enfant handicapé, qu'on a un enfant différent, parce que des fois on a envie d'oublier un petit peu qu'il est différent. C'est Julien. Merci. On va voir aussi des petits copains. Ah, ils sont là. Bonjour. Julien va à la crèche 3 demi-journées par semaine. Nathalie, la directrice, l'a accepté malgré les risques de fracture liés à sa maladie. C'est là que Mélanie prend la mesure de ce qui sépare son fils des autres enfants. Allez vous asseoir là-bas. J'avais un petit peu peur que les enfants lui fassent mal, mais en fait les enfants se sont révélés très protecteurs. Ils montaient sur un trotteur, ils le poussaient, ils le promenaient. Inès ? Il ne peut pas ramper, il ne peut pas sauter. Mais bon, il fait aussi des activités, mais à son niveau. On essaye de ne pas l'exclure. Nathalie, tu peux me rajouter mon sac? Tu lui fais des cafés à maman? Un bisou, chérie. Allez, va nous faire le café. Quand je viens à la crèche, j'ai toujours eu tendance à vérifier l'âge qu'ont les enfants. C'est une façon de rassurer, mais bon, je crois que chaque fois que je vois un enfant et que je sais qu'il a 3 ans, je vois l'écart qui, plus les années passent et plus l'écart est large et ça fait plus mal à chaque fois. Donc je crois que maintenant il faut que j'arrive à me raisonner et à plus poser ce genre de questions. Balnéothérapie, ostéopathie, psychomotricité, la vie de Julien est rythmée par ses séances de soins 4 à 5 fois par semaine. Aujourd'hui, Gilbert, le chauffeur de taxi, le conduit chez le kinésithérapeute. Et bonjour. Hey, qui voilà? Le chouchou, ça va? En forme? Ça va? Ça va. Est-ce que tu viens? Oui? Allez, tu viens. Tu es en forme? Ouais. Adieu, maman. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez, on va se mettre debout un petit peu. Voilà. Et quand on est sur un bateau, qu'est-ce qui se passe? La mer, des fois, elle bouge dessous, tu sais, l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il fait le marin? Le marin, il s'appuie sur un pied et sur l'autre. Sur un pied, sur l'autre. Dans les exercices, on ne prend pas de risque, il ne faut absolument pas qu'il y ait d'éléments dangereux, il faut qu'il évolue au niveau de sa motricité, mais il va garder ses difficultés motrices, à savoir que même en ayant acquis la marche, ça ne sera pas un marathonien, ça ne sera pas un coureur de fond, ça ne sera pas un coureur de 100 mètres. Pendant que le loup y est pas. Et tu sais, Julien, t'es sympa, mais tu t'appuies un peu trop sur l'écharpe, là. C'est moi qui te tiens, là, je te tiens trop. Est-ce que je prendrais des risques en me disant qu'il marchera en 2006? Je pense pas. Peut-être un peu avant. Si on arrivait à marcher pour Noël, ce serait quand même génial, ce serait un beau cadeau. Mais il a triché. Quel bandit alors? Mais quel pirate!
Pour Mélanie et John, plus rien n'est comme avant depuis l'arrivée de ce petit bonhomme. Julien a tout bouleversé, les valeurs, les amis, leur façon de concevoir et de profiter de la vie. C'est rigolo, hein? Ces moments-là, on oublie la maladie parce qu'on a un petit garçon qui joue, il se régale, il est mort de rire, nous aussi, c'est la vie. Il a une pêche incroyable, il a une santé de fer, un sourire magnifique et c'est vrai que ça nous aide et ça nous fait marcher tous les jours. C'est lui qui nous fait nous lever le matin, on sait pour qui on se lève, pourquoi on se lève, c'est pour lui. Alors on a vu un petit garçon très vif, très gai, limite un peu clown, et qui a une vraie aura sur les gens. Oui, oui, oui. Bon, c'est vrai qu'on nous montre du doigt régulièrement parce qu'il a quelque chose qui attire, peut-être les lunettes, peut-être de voir un bébé qui parle aussi, c'est surprenant. Mais c'est vrai qu'en général, on a de bons regards, mais quelquefois un peu trop souvent. Il m'est même arrivé de sortir de magasin parce que j'en pouvais plus, quoi. Ce regard constant, c'était pénible. J'ai même vu des couples qui n'étaient pas ensemble dans le magasin, la femme allait chercher son mari pour regarder le petit clown. Bon, c'était lourd. Donc à ce moment-là, c'est vrai que là, ça m'a pesé, je suis partie. Il y a un décalage entre l'âge de Julien, bientôt 3 ans, et sa taille et son poids. Il fait plutôt, on le disait, la taille et le poids d'un enfant de 10 mois. C'est pas difficile pour des parents de le voir comme un enfant de 3 ans et pas comme un bébé. Alors en même temps, à 3 ans, on a encore un bébé, mais... C'est vrai que je peux pas savoir comment j'aurais été si j'avais eu un autre enfant, qui en bonne santé, sans problème. Alors, moi, j'essaie de réagir toujours au feeling, et puis je crois qu'on s'en est toujours bien sorti jusqu'à maintenant, donc j'essaie quand même de le traiter comme un enfant, je pense, ordinaire, oui. Oui, mais... Parce que dans sa tête, je pense qu'il a quand même la maturité d'un enfant de 3 ans. Presque un peu pas sévère, mais vous marquez bien les choses. On sent que vous ne rentrez pas dans la maladie, vous ne vous laissez pas envahir par ça, vous vous posez quand même certaines barrières et certaines limites pour lui. Tout à fait. Nous, on est parti du principe où c'est vrai qu'il a une maladie génétique, c'est vrai qu'il est handicapé et que bon, il ne marche pas, il marchera un jour. Donc, c'est pas la peine de le rendre encore plus handicapé qu'il ne l'est. Donc, j'ai toujours laissé autonome se débrouiller. C'est vrai que c'est pas parce qu'il est handicapé qu'il faut lui en demander aussi plus qu'un enfant ordinaire, mais j'essaie de ne pas rentrer dans le jeu. Il est handicapé, il se tient debout, vite, il faut aller derrière lui, lui mettre des coussins autour pour pas qu'il tombe. Ben, s'il tombe, il tombe, et puis tant pis, il faut qu'il se débrouille. Vous êtes comme ça aussi, John, ou... Non, je suis tout en derrière lui. C'est un petit peu plus dur, hein? Je suis tout en derrière lui, peur qu'il se fasse mal, qu'il se fasse mal, quoi. Et alors, vous aidez l'un l'autre pour que vous ne soyez pas, vous, trop protecteur et vous peut-être pas assez? Moi, j'essaie de dire à John quand je vois qu'il va courir, je dis attends un peu, doucement. Et puis bon, ce que j'essaie de faire, c'est que c'est vrai que moi je suis passée à temps partiel, donc je peux plus m'occuper de lui, donc j'apprends à connaître cette maladie et à connaître le corps de Julien. Donc c'est vrai que pour moi c'est un peu plus facile que John qui travaille, qui rentre tard le soir, qui va travailler le week-end, donc c'est vrai que c'est pas pareil. Donc ce que je fais, c'est que quand John arrive, quand John est là, moi je suis plus là. J'existe plus, je le laisse se débrouiller avec son fils et qu'il fasse comme moi, qu'il apprenne à connaître cette maladie, à avoir confiance en Julien, parce qu'il faut aussi avoir confiance en lui. Je crois qu'il a ses limites et lui, quand il peut pas, il va nous le dire, je peux pas. Là, stop, je peux plus, donc il faut l'écouter. C'est jamais une question facile, mais est-ce qu'à un moment, on peut se dire qu'on a accepté la maladie? Je pense pas qu'il faille 3 ans pour accepter la maladie de son enfant. Il y a toujours le sentiment de la culpabilité, la peine, la douleur que ça peut donner à des parents. Justement, vous parlez de la douleur du couple, de la douleur qu'on vit à deux. Vous arrivez à vous en parler? Vous en êtes parlé de ça dans votre couple, entre vous? Moi, je dirais que John et moi, on a toujours énormément discuté. C'est vrai que quand ça va pas, moi, John, c'est mon amour, c'est mon meilleur ami, donc c'est avec lui que je vais en discuter le plus, et puis lui pareil, donc là-dessus, non, on en a toujours parlé, je crois qu'on s'est jamais rien caché. Et il n'y a jamais eu, parce qu'on a souvent les exemples de couples qui
qui se défont hein, dans ce genre de situation. Vous avez toujours tenu le coup et il n'est pas question que vous n'assumiez pas? Moi, j'ai eu de la chance où, avec John, bon, il a compris que Julien était différent. Il avait besoin encore peut-être un peu plus de moi que notre enfant et que, que de temps en temps, j'étais plus une maman qu'une femme. Et ça, il a très bien compris ça. Et bien au contraire, lui, il rêve que d'une chose, c'est que je m'arrête de travailler, que je m'occupe que de lui parce qu'il se dit... Il est bien qu'avec toi, il a besoin de toi et enfin, je crois qu'on a eu de la chance de se trouver, d'être ensemble. Je sais pas, ce que je trouve, il y a deux mots qui me viennent en vous écoutant, c'est sain et puis c'est authentique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des gens de ne pas être eux-mêmes. Je pense que vous êtes vous-même l'un et l'autre, différents, et que visiblement ça s'équilibre, très clairement. Et puis un autre mot, c'est souplesse. C'est-à-dire que vous dites très bien qu'en même temps, vous êtes dur, tout ci, tout ça, mais qu'il y a des moments quand il vous dit vraiment je peux pas, là vous savez que c'est pas du cinéma et vous allez l'aider. C'est-à-dire qu'on voit bien que vous adaptez les choses par rapport à lui. Mais il me semble aussi que vous vous respectez beaucoup l'un l'autre. C'est-à-dire vous dites je passe le relais, mais on voit bien que vous ne passez pas, j'allais dire, à la hache et dans la rétorsion, ah bah maintenant débrouille-toi, tu vas voir ce que c'est, etc. On voit que c'est pas comme ça. C'est que vous respectez aussi votre mari et en même temps vous dites, il faut qu'il fasse son expérience, je peux pas faire pour lui. Non. Et puis c'est un garçon aussi, votre petit, donc vous, forcément, ça provoque pas forcément les mêmes choses qu'avec une maman. Ou quand vous voyez des mômes qui jouent au foot, j'imagine que tout de suite vous dites non d'un chien, quoi, c'est plus dur. Donc vous avez pas mal forcément au même moment. Donc tout ça, ça s'équilibre parce que vous arrivez à vous en parler, puis peut-être aussi vous en parler avec des tiers, et du coup ça aide. Oui. Et je crois que ça c'est très important. On vous sent quand même l'un et l'autre assez serein par rapport à ce que vous vivez, qui est lourd et difficile au quotidien. On a fait un travail sur nous, c'est sûr. Bon, nous on a eu la chance d'être énormément soutenus par nos familles. Par des amis, mais en général, on a quand même été énormément soutenus. Il y a eu un élan, par exemple, de solidarité au niveau des PO, incroyable, auquel on sent des Pyrénées-Orientales. Oui, des PO. Pyrénées-Orientales, oui. Auquel on ne s'attendait pas du tout. C'est vrai que on a médiatisé sa maladie pour le faire connaître. On a fait des manifestations sportives, on a fait un concert. Des anciens joueurs de l'OM des années 70 sont venus jouer pour notre association. Et c'est vrai que, moi, j'ai vu des personnes âgées venir en vélo le jour du tournoi de foot, par exemple, nous donner leur chèque pour leur adhésion, pour Julien, pour nous aider. On était des enfants du village, ils voulaient nous aider. Ça m'a énormément aidé. Ça n'a pas de prix, ça nous a vraiment aidé à encaisser la maladie et à passer au-dessus et à vivre. Oui, c'est important pour vous qu'on reconnaisse l'existence de votre enfant, sa souffrance peut-être et la vôtre aussi. Qu'on l'accepte aussi, en tant que malade, en tant qu'être vivant, qu'on l'accepte et qu'on nous aide. Et puis c'est vrai que le problème des maladies orphelines comme celle de Julien, c'est qu'elles sont tellement rares que finalement, déjà quand on a un enfant malade, on est un peu coincé dans une bulle. Alors quand on a un enfant malade d'un truc que personne connaît, on est encore plus dans une bulle. C'est vrai qu'être reconnu par les autres et avoir des gens qui vous disent il est malade et c'est bizarre mais ok on est là, ça aide beaucoup parce que le risque c'est effectivement de se sentir comme sur Mars, quoi, vraiment dans une autre planète totale, même par rapport à d'autres maladies. Et est-ce qu'on peut dire que Mélanie et John sont des parents qui ont grandi aussi, parce que dans cette étape-là, il y a aussi l'étape de faire le deuil de l'enfant idéal, on en parle souvent de ça. Oui, mais c'est vrai, je trouve que vous en parlez très bien quand vous dites finalement, c'est pas acceptable. Mais on vit avec. Je crois que c'est ça, faire le deuil de l'enfant idéal. Parce que faire le deuil, on a l'impression que c'est un truc magique. On arrive, on travaille, puis ça y est, on a éliminé l'image de l'enfant idéal, puis ça y est, on a le sien. Et bon. Vous dites beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il y a toujours une souffrance, comme dans d'autres événements de vie. Mais on arrive à la métaboliser, on arrive à s'en parler, on arrive à la sublimer en faisant d'autres choses. Et du coup, on peut avancer. Et je crois qu'effectivement, les parents d'enfants qui ont un lourd handicap, quand ils arrivent à avancer, effectivement, ils grandissent beaucoup parce que leurs enfants leur apprennent qu'on peut avoir une force de vie extraordinaire malgré une souffrance physique parfois terrible. Et ça apprend énormément à un parent. Et je crois qu'effectivement, on grandit peut-être plus vite. Moi, je me demande comment est fait Julien quand il passe des nuits à souffrir parce qu'il a des douleurs proches de l'arthrose, en fait. On peut quasiment rien lui donner parce que par rapport à son poids, et puis c'est pas adapté à lui de toute façon. Comment il arrive le matin à se réveiller avec le sourire alors qu'il a passé une nuit abominable. Et vous arrivez à vous projeter? Vous pensez à son avenir? J'imagine que oui, mais de quelle manière? Alors moi, à Julien, au niveau de son avenir, je lui en parle pas.
moi j'ai quand même énormément de difficultés à me projeter. Enfin, je vois beaucoup de mal, quoi. Aujourd'hui, on est dans une société où le physique est très important. Alors, qu'est-ce que va devenir Julien, petit, bon, ses os déforment. Il y a une maladie génétique, quel travail il va avoir, est-ce qu'il va être en fauteuil roulant ou pas, quelle vie sociable, quelle vie amoureuse, parce que je suis désolée, on est tous pareils, on ne va pas se retourner derrière un garçon handicapé, petit dans un fauteuil roulant, qui a une maladie génétique. Bon, moi c'est mon fils, je l'aimerais toute ma vie comme ça, mais donc c'est vrai que je me pose des questions. Alors bon, j'essaie de ne pas y penser pour pas justement ne pas plus avoir le moral, parce que en fait, on n'en sait rien, donc il vaut mieux pas y penser. On ne peut pas faire tout en même temps. Quand on a un enfant de 3 ans et demi, on ne peut pas se projeter non plus à trop d'années. Je crois que vous avez déjà tellement de variables à régler là, maintenant, au jour le jour, pas à pas, qu'il est difficile d'envisager toute la suite. Par contre, je trouve intéressant que vous vous posiez ces questions-là avec ce que vous dites très authentiquement de votre peur, de vos angoisses. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que c'est pas un barrage total. Mais par contre, vous dites, tu ne peux pas y penser trop longtemps, ça fait trop mal. C'est vrai. C'est vrai, vous ne pouvez pas gérer tout en même temps, petit à petit. En tout cas, ils font déjà très très bien. Ils font déjà très très bien. Merci. Et il est vraiment trop mignon. Alors, dans quelques instants, nous allons découvrir l'histoire de Sullivan. Contrairement à Julien qui doit à tout prix prendre du poids et grandir, Sullivan, lui, lutte tous les jours contre les kilos. Il est victime d'un dérèglement hormonal qui lui fait prendre jusqu'à 2 kilos par mois, malgré une alimentation stricte et équilibrée. Vous découvrirez la force de ce petit bonhomme après la publicité. À tout de suite. Non. Oui, tu vas en avoir. À table. À cause d'un dérèglement hormonal, Sullivan prend en moyenne 1 kg par mois depuis sa naissance. À 6 ans, malgré un régime strict et de nombreuses activités sportives, il a la morphologie d'un enfant de 10 ans. On regarde notre fils grossir et on ne peut rien faire. Vous êtes bien sur le plateau de C'est quoi l'amour? Nous nous intéressons ce soir à ces enfants pour lesquels la nourriture est déjà un problème dès leur plus jeune âge. Lucie est avec nous aussi ce soir. Lucie, vous avez 42 ans, vous habitez en Seine-et-Marne, vous êtes mariée, vous avez 4 enfants, dont Sullivan, votre dernier fils, qui a 6 ans et demi. Oui. Hein? Alors lui, il est atteint d'une maladie rare qui pour l'instant ne porte pas de nom. Non, malheureusement. Il a en fait une boule sur l'hypothalamus qui crée un dérèglement hormonal important et un dérèglement hormonal tel que votre fils a 6 ans et demi. Il pèse 62,5 kg pour 1,47 m et il prend en moyenne 2 kg par mois depuis 3 ans. Sullivan prend du poids par pic. Il a eu une époque où il prenait 3 kilos. Donc là, actuellement, ça s'est plutôt calmé. Ouais. Donc on est plutôt content parce que forcément, il prend un petit peu moins et on arrive à mieux contrôler. On va le voir, toute son alimentation est réglée autour de son problème de poids. C'est une vraie contrainte au quotidien. Vous lui autorisez quelques écarts à votre fils quand même? Il faut. Je pense que, enfin moi je marche un petit peu comme vous, j'y vais un petit peu au feeling et puis je pense que si je refuse tout à Sullivan, à un moment ou à un autre, il le fera. Sullivan pour l'instant n'a que 6 ans, mais il pourrait aussi bien ouvrir les placards et puis et manger en cachette. Or il ne le fait pas. Alors on parle de son poids, hein, mais il est aussi très grand pour un enfant de 6 ans, il a la taille d'un enfant de 10 ans. Ouais. Est-ce que comme pour Julien, vous arrivez à gérer ce décalage? Je connais ses capacités en fait, donc je sais ce qu'il est capable de faire ou pas. Pendant un moment, il avait beaucoup de mal à mettre ses chaussures par exemple, parce qu'il était trop gros par rapport à sa hauteur. Maintenant, il a pris un petit peu en hauteur et il arrive à s'habiller parfaitement bien seul et mettre ses chaussures. À 6 ans et demi, votre fils Sullivan, vous le disiez, a le physique d'un enfant de 10 ans. Il gère un double problème. Non seulement il doit gérer une prise de poids au quotidien, donc ce qu'il fait grâce à beaucoup de sport et une alimentation plutôt équilibrée et des écarts très contrôlés, vous nous le disiez. Et malgré cette discipline, il prend toujours quelques kilos. Mais en plus de ces difficultés, il doit aussi gérer le regard des autres. Alors c'est un combat que vous menez en famille avec beaucoup d'énergie, d'espoir et de colère aussi. Elena Balieva et Bruno Van der Hagen ont suivi votre lutte acharnée contre les kilos. Tu te mets bien droit. Je le mets. Oh, ne bouge plus. Non, c'est moi. D'accord, bah tu le mets. Introduire une pièce. Surtout ne pas bouger. Ne bouge plus. Tirer le ticket. Tu enlèves. Voilà.
Alors taille, tu vois, 1m47. Regarde comme t'as grandi. Et t'es à 62 kg 500. Waouh! Bon, ça va, t'as pas trop grossi. On regarde notre fils grossir et on ne peut rien faire. Strictement rien faire. On n'a aucun contrôle et on est complètement impuissant. Sullivan est un enfant à part. À 6 ans, il pèse le poids d'un adulte et a la taille d'un jeune de 10 ans. Il souffre d'une maladie inconnue, mais dont l'origine est une petite boule de graisse logée sur l'hypothalamus qui provoque un dérèglement hormonal. On va chercher le... On va chercher le quoi? Les serviettes pour s'essuyer les mains. Allez, on va chercher. On va aller le faire, nous deux. Dans le carton et tu ne... Non. Mais j'en veux. Oui, tu vas en avoir à table. Avec du poulet froid. Il est tiède. Non, froid. Dormez-vous dans mon don. Il y a 3 ans, Lucie et Jean-François, anciens rugbyman amateurs, découvrent la maladie de leur fils. Ils prennent alors le parti de tout lui expliquer. C'était important pour nous qu'il sache, parce que on se disait, il est gros, pourquoi? Et souvent, il me le demandait et j'avais pas de réponse à lui donner. Donc là, le fait qu'on avait une réponse à lui apporter. Ah, Sullivan, tu connais bien, toi, ta maladie? À l'hypothalamus, il a une petite boule, elle s'appelle l'hypome. Et ça, c'est très grave. Vous savez pourquoi? Parce que quand je mange des trucs sucrés, ça me fait grossir. Je vais être gros comme ça, vous voulez dire. Regardez-moi. Je vais vous montrer. Comme ça. La maladie de Sullivan est rarissime. 2 cas seraient recensés en France. À ce jour, il n'existe aucun traitement. Bien que suivi depuis sa naissance, les spécialistes tentent encore de comprendre et d'expliquer l'anomalie du petit garçon et surtout de trouver une solution. Ça n'est pas héréditaire. L'obésité en soi, elle est due à un phénomène tout à fait ponctuel qui est une petite tumeur mal localisée qui siège dans les noyaux centraux du cerveau. Simplement, elle agirait un peu comme une épine irritative au niveau de l'hypothalamus et déréglerait le centre de la nutrition ou de la faim. L'organisme se réglerait sur un poids supérieur à la normale. Les neurochirurgiens maintenant ont accès à des zones du cerveau de manière relativement courante, à ceci près que c'est dans une zone de cerveau qui est vitale. Et en l'occurrence, il leur semble dangereux d'aller aborder cette tumeur. Donc à ce moment-là, on se retrouve dans... On n'a pas de traitement, mais c'est quelque chose d'éminemment exceptionnel. Mais pour l'instant, afin de ralentir la prise de poids trop rapide de Sullivan, ses parents ont mis en place tout un programme. Quand on est touché, Sullivan, quand on est touché, hop, on reste en mouvement, ok? C'est parti les gars. Cela commence dès le matin par un entraînement sportif digne d'un champion. Une discipline de vie essentielle à l'équilibre du petit garçon. Voilà. Voilà. Pieds joints, Sullivan, les 2 pieds. Pieds joints. Allez, les 2 pieds, voilà, pied droit. Il a absolument besoin de transpirer. Vas-y. 1, 2, 3, ouais. Sinon, il prendrait beaucoup plus de kilos par mois. Va passer le relais. Malheureusement, faire du sport, c'est une nécessité au quotidien. Parfois, il faut lui réexpliquer pourquoi. Parce qu'il y a des jours où il a un peu moins envie de faire tel ou tel autre sport. Mais il y va presque toujours de bon pied, bon oeil. Pas fort. Voilà, plus doucement, c'est mieux. D'accord? Pour contrôler le poids de Sullivan, sa maman a instauré un régime alimentaire très strict. Lucie amène toujours son fils avec elle pour faire les courses. Le supermarché est un bon endroit pour lui apprendre à lire les étiquettes et à résister aux tentations. Tu sais, ça, regarde, tu vois, c'est du 10%. C'est pas du 0, c'est du 10%. Donc ça fait grossir quand même. Et ça, c'est du quoi? Ça, c'est pareil, c'est du 0,9%. Tu peux en manger aussi. Ça, tu peux pas. C'est trop sucré. Mais non, c'est pas sucré. Si, c'est très sucré. C'est du chocolat. Et non, mais là, tu peux pas, chérie. Ça, tu peux pas. Non, il y a trop de lait. Non, Sullivan, tu sais bien que ça non plus, t'as pas le droit. Quand il me demande des aliments qui lui sont interdits, c'est dangereux de dire toujours oui. Donc finalement, ça me culpabiliserait si je disais toujours oui, parce que c'est pas dans son intérêt.
tout ça est sucré. Mais oui. Tu vois, ton rayon, c'était le petit rayon là-bas au bout, hein, où tu as pris tes gâteaux, doucement. Tout droit. Maman, allez. On va mettre en route? Ouais, on va mettre en route. Ça sent bon la lavande, hein. Et même mon pied, il est tout doux maintenant. Comme on a mal au pied, ça nous fait des montagnes. La croissance anormalement rapide de Sullivan et surtout son obésité le fatiguent et le font souffrir. Depuis l'annonce de la maladie, Lucie a arrêté de travailler pour se consacrer à son fils. Elle le masse tous les jours, un vrai moment de complicité entre elle et lui. Je brille, hein. Oui, j'en ai mis un peu trop là. La voûte plantaire est complètement plate. Il a mal toujours à cause du poids. Ce sont des petites jambes, des petits pieds qui sont obligés de supporter plus de 60 kilos. Un petit bisou. Attends, je vais te montrer un câlin. On a une relation assez fusionnelle. Quoi? Moi aussi, je t'aime. Pour moi, c'est toujours mon bébé et il sera toujours mon bébé à n'importe quel âge. Comment on fait maintenant? Oh oui. Je vais voir. Depuis sa naissance, Sullivan a pris en moyenne 1 kilo par mois, malgré les efforts répétés de cette famille. Lucie est perplexe. Malgré le fait qu'on fasse attention, il grossit beaucoup. Donc, je ne sais pas ce que ça serait si on ne faisait pas attention, quoi. C'est pas un enfant qui mange plus que les autres. Il a pris un petit déjeuner ce matin. Il n'a pas grignoté entre le petit déjeuner et là, le repas. Il ne prendra pas d'entrée. Avec ça, je vais lui donner un petit fromage. Et puis un yaourt ou un fromage blanc et un fruit. Et puis voilà. Tu vas arriver à couper tout seul ou tu veux que je t'aide? Tu vas couper tout seul, comme un grand? La maladie du petit garçon a remis en cause les habitudes alimentaires de toute la famille. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On a été obligé de réapprendre à manger. On mangeait pas toujours très équilibré. Il y avait quand même pas mal de grignotage de la part aussi de mes autres enfants. Et c'est vrai qu'on a appris à se nourrir autrement. Le lipome continue à transformer physiquement Sullivan. À 6 ans, il chose déjà du 40. Et pour l'habiller, sa maman est obligée de déployer des trésors d'imagination. C'est pas 10 ans, moi. Ben, c'est du 10 ans. Et il ne ferme pas. Trouver des trucs comme ça. Mais tu sais quoi? Ah si. J'essaierai de te trouver une veste en jean, d'accord? Une veste adulte. Et puis on coupera les manches. Dans le rayon enfant, on va trouver jusqu'à 16 ans. Et du 16 ans, il ne rentre pas dedans. Malheureusement, je suis obligée de venir dans le rayon homme. Et ça, c'est du M. Donc il faut chercher du XL. Il faut que je lui trouve des vêtements avec élastique à la taille. Sans élastique, le vêtement ne tiendra pas. Je suis obligée de prendre des pantacourts hommes pour que ça lui fasse des pantalons enfants. Sullivan est parfaitement conscient de sa différence, mais aussi des avantages qu'il peut parfois en tirer. Viens dedans. Ouais. C'est pas serré? Tu veux te regarder encore? Non, tu cours pas. Moi, j'aime bien être le plus fort. Et moi, je fais pas attention à ma force. Et moi, aussi, j'ai une amoureuse. Je trouve ses yeux beaux, belles. Et chercher un amoureux qui est très fort et qui est beau. Et il m'a choisi pour ça, quoi. Comment tu te trouves, toi? Ben moi, je me trouve gros. Parce que mon ventre, il est gros. Et je me trouve gros. Ouais, mais t'es beau. Bah oui.
Judo, tennis, mais aussi boxe, natation et escrime, Sullivan pratique jusqu'à 7 heures de sport par semaine. Prêt? Passe au tapis, Julien. Prêt? Doucement, on continue. Sullivan n'a aucun complexe et ne veut pas de traitement de faveur. Exigeant avec lui-même, il n'en attend pas moins de ses professeurs. C'est bien, Sullivan. Voilà, et respire bien. 4, respirez souffle. Ça, je sens bien. Sullivan, au Sotogari, tu sais, le grand fauchage à l'extérieur, d'accord? Vas-y, fais chaud. Allez, vas-y. Voilà, bien, contrôle. Allez, on contrôle. Voilà. Et on prend la ceinture. Allez, Sullivan, on prend la ceinture. Ce qui est bien pour lui, c'est qu'il est intégré dans le groupe. Il fait comme tout le monde. Il n'y a pas de différence. On ne va pas faire de différence parce qu'il a un problème. Non, au contraire, il s'intègre, il bouge, il fait tout comme tout le monde. Allez, allez. Allez, voilà, bien, voilà. Il a des difficultés physiques. Il a beaucoup de mal, par exemple, à se relever. Donc il va mettre plus de temps à se relever qu'un autre enfant. Mais il n'a jamais baissé les bras. Et puis on l'a toujours encouragé aussi dans ce sens-là. Il y va toujours à fond. Il sait qu'il faut le faire. Je te laisse la lumière allumée, là. Puis regarde ton pyjama aussi. Malgré les contraintes et les obstacles quotidiens dressés par la maladie, ses parents ne s'avouent jamais vaincus. Je crois qu'on n'accepte jamais la maladie. L'accepter, c'est finalement, c'est baisser les bras et puis dire, bon, bah, t'es là, t'es installé, je peux rien faire, t'as gagné. Donc on ne l'accepte pas, voilà. Bonne nuit. C'est la même époque. Oui, bah oui, il avait le même âge. Se dire qu'il est gros, se dire qu'il est malade, tout ça c'est des freins. Enfin, ça empêche de vivre normalement. Et j'ai envie d'avoir des relations normales avec mon fils. Je veux dire, c'est mon fils, je l'aime, et puis le reste, je m'en fous. Bon, Sarah, tu prends de ce côté-là. Elodie, tu vas en face, je prends ce côté-là. Allez, on a encore le maximum. Allez, go, on y va. Aujourd'hui, cette famille mène un combat, faire découvrir aux autres le cas de Sullivan. Tous les jours et par tous les temps, Lucie distribue des tracts sur la maladie en compagnie de sa fille Sarah et d'Elodie, une amie proche. C'est traduit dans toutes les langues alors. C'est traduit dans diverses langues. Et on a vraiment besoin d'aide, on a vraiment besoin de tout le monde. Je suis prêt à vous aider. Merci madame, au revoir, bon courage. Merci. Pour mener à bien cette mission, les parents ont même créé un site internet dédié à Sullivan. Et à chacun ses méthodes. Sullivan, lui, préfère le courrier traditionnel au tract ou à internet. En tout cas, il sait à qui s'adresser pour réaliser son rêve. Un E dans Père Noël, en premier. Il a une relation un peu particulière avec le Père Noël. C'est devenu son grand copain. Il lui écrit régulièrement. Et comme par enchantement, le Père Noël lui répond aussi. Je veux des médicaments pour me faire maigrir. Mais je sais pas écrire des médicaments. Hein. Une boîte de médicaments. Comme ça, il saura. Maintenant, je vais la montrer à maman. D'accord? Maman, regarde la lettre que j'ai fait au Père Noël. Wow, c'est génial ça. Elle est très belle. Et tu sais, je crois que le Père Noël, il va finir par en avoir assez. Hein. Non, mais ça, c'est pour qu'elle fasse guérir, Père Noël. Ah, d'accord. Ah, c'est une boîte de médicaments, ça? Ouais. D'accord. Il garde espoir, en fait. Donc, le fait de demander au Père Noël un cadeau, il l'a son cadeau. Donc, s'il demande une boîte de médicaments, il faut que je la trouve, cette boîte de médicaments. Venez, canard, j'ai à manger pour vous. En attendant son cadeau du Père Noël, Sullivan continue à se battre aux côtés de sa famille pour devenir un jour un enfant comme les autres. Bah, s'il faut retourner la planète, on la retournera. Je dis souvent qu'il a des pieds assez larges pour tenir toujours droit. Et j'espère surtout qu'il marchera toujours la tête haute. Marcher la tête haute, c'est le plus important pour vous, pour lui? Je pense que s'il a le malheur de baisser la tête,
plus rien ne marchera. Parce que je pense que le moral et le mental, c'est ce qui va entraîner la machine. Il lui arrive d'avoir des petits coups de blues quand même, j'imagine que oui. Lui, non, moi, oui. Lui, non, vous? Lui, non. Non. Jamais? Jamais. Il n'y a jamais des moments où, comme Julien a pu le dire, Jamais. il vous dit j'en ai marre, ou en tout cas moi je veux pas de ma maladie ou de mon problème? Jamais. Non. Jamais. Et alors, on imagine qu'il tire son énergie de ce que vous lui montrez, hein, de ce que vous dégagez, et vous craquez devant lui? Il faut éviter. Il faut éviter, ça m'est arrivé 2, peut-être 3 fois. J'ai pas envie de transmettre non plus cette inquiétude. Il le sait qu'on est inquiet. Mais le fait de pleurer devant lui peut aussi vouloir dire... J'y arrive pas, ou j'y arrive plus, ouais, ou j'ai trop peur. Ouais. Ou... Qu'est-ce qui est le plus dur à accepter dans votre situation par rapport à votre fils? Le regard des autres, la vie au quotidien, comme ça, c'est difficile. Pourquoi le regard des Au moment autres? des courses, oui, à l'extérieur, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'on a pu lui dire ou vous dire de particulièrement désagréable? Oh, bah, vous savez, il y a les réflexions du genre on ferait bien lui faire un régime à celui-là, ou bien des regards insistants. Alors ça peut être des regards insistants, mais des regards gentils. Tiens, il est mignon, mais c'est aussi regarde comme il est gros. Vous avez le sentiment d'être obligé de vous justifier les uns et les autres? Oui. D'être des parents d'enfants différents d'une certaine manière? Non, parce que je me dis que si je me justifie, ça veut dire aussi que entre guillemets, les autres gros n'ont pas le droit d'être gros. On est comme on est, mais je peux comprendre, je peux comprendre que on attire les regards. On ne peut pas en vouloir aux gens. Je fais partie aussi de ces gens-là. Je me retourne parfois. Je pense que c'est humain, mais je pense que ce qui est vraiment difficile à vivre, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté des gens, en fait. Sophie, vous acquiesciez Oui, enfin moi, le regard des autres, c'est pas vu de la même façon que pour Lucie et pour Mélanie. Oui. À savoir que moi, le regard des autres, on y est confronté uniquement quand on voit Jean-Baptiste au moment des repas. Donc finalement, c'est pour ça qu'on limite les sorties, comme ça on n'y est pas confronté. C'est un peu une façon de faire l'autruche aussi. Mais c'est vrai que plusieurs fois, moi j'ai eu des réflexions, alors c'est pas dans le même ordre d'idée. Oui, parce que vous, il faut rappeler que Jean-Baptiste, il a 4 ans. Il est en parfaite santé, sauf Oui. qu'il a un truc, c'est qu'il ne veut pas mâcher les morceaux, donc il ne mange que liquide. Oui, mais même ma voisine qu'on a vue dans le reportage, la première fois que j'ai dû lui expliquer le souci de Jean-Baptiste, puisque donc elle l'avait invité à venir manger chez elle, tout de suite pour elle c'était « Ah ben c'est un caprice ». Mais je comprends, en même temps, c'est vrai que quand on ne connaît pas le problème, ça peut faire penser à un caprice, effectivement. Dire non, oui, voilà. Mais bon, maintenant qu'elle connaît Jean-Baptiste, elle se rend compte que c'est pas un caprice. Mais c'est vrai que souvent, j'ai droit aux réflexions. Ah, mais s'il mange pas, c'est parce que c'est ta faute. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais s'il mange pas, c'est qu'il a dû avoir un blocage. S'il a eu un blocage, c'est ta faute. En gros, c'est ça. Je crois que le regard des autres terrible, c'est ce que vous venez de dire, c'est quand ça disqualifie. Le regard interrogatif, quand il y en a 100 dans la journée, ça fatigue, mais le regard disqualifiant, ça c'est terrible, parce qu'il y a quelque chose où ça touche dans votre blessure, donc c'est insupportable. C'est vrai. Les gens sont méchants. Ben, l'agressivité existe. La peur existe aussi beaucoup. Je crois que certaines réactions agressives sont des réactions de peur. Comment vous vivez la prise de chaque kilo par votre fils? Mal, évidemment. C'est vrai que ça aussi, enfin, on a appris, j'ai appris à me contrôler un petit peu parce que j'étais régulièrement, on le pesait toutes les semaines. Obsédé par la balance à un moment, vous diriez? Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que là, j'ai réappris aussi à... Ça ne change rien, que je le pèse toutes les semaines ou à la fin du mois, le poids, c'est le poids et l'histoire. Donc, est-ce que le diagnostic a changé quelque chose dans votre perception du problème de votre fils? En fait, quand on a appris que Sullivan donc, avait ce lipome, j'ai ressenti un soulagement inexplicable. Vraiment, mais contente au point d'en pleurer presque. J'ai été tellement culpabilisée pendant des années, tant par la famille que par certaines personnes, enfin du corps médical. Puisque quand il n'y a pas il n'y a pas de preuve qu'il y a un problème, donc ça ne peut être que psychologique. Ou bien, il y a vraiment un problème de nutrition. Donc vous nous racontez des histoires.
Sullivan a toujours été très bien pris en main par le milieu médical, hein, puisqu'il a toujours été gros et donc il a toujours été très bien entouré. Mais c'est vrai qu'on a été très très culpabilisés. Est-ce qu'une opération est possible pour votre fils aujourd'hui? Malheureusement non, parce que l'hypothalamus est très très fragile et on ne peut surtout pas toucher à l'hypothalamus. Donc ils n'ont aucun moyen aujourd'hui de pouvoir opérer. Lucie, en quoi Sullivan, votre fils, peut-il vous surprendre aujourd'hui? En quoi il vous étonne? Il me surprend en tout, et tous les jours. Par ses mots, par ses réactions, et puis aussi de l'encouragement. Parce que c'est vraiment lui qui vous booste. Ah oui, 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 comme vous, lui, il nous mène, hein, il nous tire. Et il est capable de vous réconforter, même si vous êtes un peu découragé? Il peut jouer ce rôle-là? Oui, oui, oui. Ça peut être en prenant le Père Noël, par exemple. Il va dire, attends, je vais demander au Père Noël, mais quelque chose pour toi, tu vas voir, ça va te rendre heureuse, tu vas retrouver le sourire. Donc ça peut être des petits mots comme ça. C'est très joli le Père Noël quand même, parce que vous dites sans arrêt dans le reportage, j'ai une relation fusionnelle, trop fusionnelle, etc. Et en même temps, vous devez laisser quand même des choses ouvertes, puisqu'il trouve un tiers entre vous, qui n'est pas forcément son père, parce que c'est quand même dur que ce soit son père en direct. Alors du coup, il y a le Père Noël à qui il demande des trucs pour lui, pour vous. C'est assez joli comme moyen de trouver un entre-deux. Mais les gamins malades nous surprennent quand même beaucoup. Ils ont comme ça une créativité, une inventivité, pour peu qu'on saisisse ces choses. Une leçon de vie vraiment formidable. Ouais. Vous le sentez aussi, ça vous? Ah oui, il nous donne des leçons de vie exactement tous les jours. Tous les jours. C'est quoi les soucis? C'est quoi quand on voit ce qu'il peut endurer? Et alors, lui, ben, ça n'empêche pas de rigoler, d'aller faire sa petite vie. De faire l'avion. Il aime bien faire l'avion. C'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que ça tourne avec vous aussi. C'est-à-dire que malheureusement, ce cercle peut très rapidement se désenclencher si on craque trop, si ça ne va pas, etc. Donc mais quand ça fonctionne, j'allais dire normalement, difficilement, effectivement, ces enfants saisissent le moindre truc pour s'appuyer dessus et avancer, ça c'est vrai. Vous êtes une maman différente avec Sullivan, avec vos autres enfants, ou vous êtes la même? Je ne peux pas être différente avec Sullivan et différente avec les autres enfants. Non, mais vous pourriez avoir tendance à le surprotéger, à le cancouner un peu. Bah non, il ne faut pas. Ah ben non, il faut pas. Non, mais on est un petit peu sur la même longueur d'onde parce que ce sont Sullivan, si je le surprotège, il n'arrivera jamais à faire face au regard et puis aux autres et puis dans sa vie au quotidien. Il n'a pas de quoi se défendre dans ce cas. Docteur Grindorge, on a 3 histoires très, très différentes, avec des parents très différents, des enfants très différents, mais quels sont les points communs que vous avez pu relever tout au long de cette soirée? Moi, je trouve l'engagement de tous ces parents. Cette importance pour eux de faire avancer les choses avec des points de vue différents, et même si pour vous, il n'y a pas de maladie vraiment somatique qui est là, vous posez des questions sur ce qui se passe et vous avez cherché à inverser le cours des choses. Donc je crois que c'est cet engagement-là. Ça, c'est fondamental pour les enfants. Je voulais vous remercier infiniment d'être venue sur notre plateau ce soir. Catherine Grindorge, merci pour vos éclairages. Je voulais présenter votre livre « Comprendre l'enfant malade ». Du traumatisme à la restauration psychique chez Duno, éditions Duno. Quel était l'objectif de ce livre? Eh bien, parler du travail que j'effectue en pédiatrie maintenant depuis 15 ans. Et j'ai mis assez longtemps à me décider à l'écrire. Et puis quand j'ai commencé, j'ai écrit très vite, en mettant plutôt des nouvelles à l'intérieur et pas des cas cliniques, parce que je ne voyais pas du tout livrer ce que j'ai pu vivre avec des patients dans leur intimité. Mais j'ai écrit des nouvelles pour essayer de faire comprendre peut-être ce qui pouvait se jouer quand on a un enfant malade. Merci à vous. En ce moment, même s'affichent sur vos écrans les coordonnées des différentes associations. L'association de Sullivan, hein, l'adresse s'inscrit en ce moment sur votre écran. Ils ont besoin de votre aide. L'hypophosphatasie Europe. Hein. Les coordonnées s'affichent aussi sur vos écrans en ce moment. Vous pouvez les aider, des Julien et les autres enfants dans son cas, et des Sullivan aussi. Quant à Jean-Baptiste, on compte sur vous pour qu'il se débrouille. Cette émission est maintenant terminée. Nous attendons vos témoignages par téléphone au 01 55 04 76 85 ou sur le site tf1.fr. Merci de nous avoir suivis et très bonne fin de soirée sur TF1. À bientôt. Bonsoir.